Mesdames et messieurs, le Barça a validé en milieu de semaine le top 2 en Ligue des Champions. On va pouvoir tranquillement regarder le Real Madrid affronter Manchester City dans ses matchs de barrage. On sera de retour en LDC dans un mois et demi. Mais en attendant, on a deux compétitions qui nous attendent, la Copa et la Liga, mesdames et messieurs, qui reprend ce week-end, match contre Alaves dimanche 14 h. Les amis, avant de rentrer en profondeur dans cette vidéo pré-match, juste pour vous annoncer qu'exceptionnellement, il n'y aura pas de vidéo réaction sur ce match Barça-Alaves. C'est le premier match que je vais louper du FC Barcelone cette année. Des fois, il y a des choses du cadre privé qui sont plus importantes que le football, mais vous inquiétez pas, rien de grave, c'est que du positif. Du coup, voilà, je ne serai pas présent, je vous enverrai un petit message dans le communauté. N'hésitez pas à répondre à ce petit message en commentant vos tops, vos flops du match, me dire un petit peu ce qui s'est passé, ce que vous avez bien aimé ou pas trop aimé pour que je me fasse un petit peu idée de ce qui s'est passé justement sur ces 90 minutes et on échangera. Voilà, je viendrai en commentaire pour vous poser peut-être quelques questions. Donc vraiment, n'hésitez pas à être présent là. Et voilà, bon match à tous ce dimanche, mais on va quand même essayer de le préparer du mieux qu'on peut avec cette vidéo. Pour commencer, un petit tour d'Alaves. Un tout petit tour de cette équipe qui est actuellement 17e du championnat de Liga. Ça va pas fort pour eux. On les avait affrontés, donc début octobre, c'était le 6 octobre. On les avait battus 3-0 sur leur pelouse, triplé de Lewandowski et 3 buts dans le jeu. C'était l'époque où vraiment on cartonnait tout le monde et c'était aussi l'époque un peu révolue, où Lewandowski marquait beaucoup de buts. Ça commence un tout petit peu à dater, mais c'est une équipe qui nous a pas réellement grandement mis en difficulté. Alaves, il y a encore quelques années, allez, il y a 2, 3, 4 ans, c'était une équipe qui des fois pouvait être embêtante en Liga et qui jouait par moment le top 6, le top 7. Ça s'est un peu totalement effondré. Et là, on est sur une équipe qui est vraiment en difficulté. Voilà, match à la maison contre le 17e du classement. Alors oui, c'est à 14 h. Voilà, 14 h, on sait que ça peut être un horaire qui peut être un tout petit peu compliqué avec la digestion. On sait que ça peut poser problème. Mais on va espérer que ça se passe bien du côté du FC Barcelone. Et ça nous rappelle un tout petit peu ce qui s'est passé il y a une semaine contre Valence. Match à la maison contre Valence. On avait réussi à gagner contre un petit alors qu'apparemment on ne gagnait plus contre les petits. Et on avait réussi à gagner avec de la rotation. Là, c'est à la maison contre le 17e du championnat. Je pense également qu'on peut gagner. Je pense également qu'on peut faire de la rotation. Côté FC Barcelone maintenant, ce que je pense qu'il est important de dire, c'est de regarder un petit peu ce qui va se passer après justement ce match contre Alaves. Après ce match-ci, on a un match de Coupe du Roi contre Valence à l'extérieur et ensuite on a un match contre Séville à l'extérieur. Qui vont être des matchs sur le papier, je pense, qui vont être plus compliqués que Alaves. Je m'explique. Le match contre Valence, de prime abord, on pourrait se dire, on les a tapés 7-1 la semaine dernière, ça va très bien se passer, on pourra aussi faire de la rotation contre eux. Là, ça va être un match là-bas. Déjà, Valence là-bas, c'est pas la même chose que Valence à l'extérieur. Vous vous souvenez du match qu'ils ont fait contre le Real Madrid il y a pas très longtemps? On était sur un bon Real Madrid, ils les ont grandement mis en difficulté jusqu'à la dernière seconde du match. Donc c'est pas le même niveau. En plus de ça, on rajoute le fait que ça sera en Coupe du Roi. Valence, ils savent que la Liga c'est foutu, ils font une saison catastrophique. Donc ils vont tout donner chez eux pour taper le gros FC Barcelone. Et je pense qu'on verra pas du tout la même dynamique de match qu'on a vu il y a une semaine. Ensuite, Séville à l'extérieur. Séville, on est aussi loin du Séville d'antan. Séville est en galère, 12e du classement, ils sont pas trop habitués à ça. C'est pas le même Séville, mais ça reste Séville chez eux. Et on sait que Séville chez eux, quand ils affrontent le FC Barcelone, l'intensité qu'ils mettent, c'est pas du tout la même que dans les autres matchs. Donc ces deux matchs-ci vont vraiment être, je pense, les plus importants sur la dizaine de jours qui arrivent. Mais ce Barça doit quand même gagner contre Alaves, bien évidemment, parce qu'au classement, on a beaucoup de retard par rapport au Real Madrid. Mais dans tous les cas, de toute façon, le Barça, ils doivent gagner tous les matchs. Donc beaucoup de gens disent, il faut absolument gagner ce match-ci, ce match-ci, ce match-ci. Oui, dans tous les cas, à partir de maintenant, il faut gagner tous les matchs en Ligue des Champions parce qu'on est en 8e de finale. Il faut gagner tous les matchs en Coupe du Roi parce qu'on est en quart de finale. Il faut gagner tous les matchs en Liga parce qu'on a 7 points de retard sur le Real Madrid. Donc oui, il faut gagner tous les matchs. Mais si on regarde bien les 3 matchs qui arrivent, donc Alaves, Valence, Séville, quel est le match dans lequel on peut se plus le permettre de faire de la rotation sur ces 3 matchs-ci? Je pense que c'est le match qui arrive ce dimanche. Maintenant, autour du contexte du FC Barcelone, on aperçoit autre chose qui est le débat autour des cadres du FC Barcelone. On aperçoit 3. Le premier, sur Araujo. C'est un joueur qui a bien évidemment très bien performé au Barça les années précédentes. Sous Koeman, sous Xavi, on était sur un très bon défenseur central qui a su mettre bon nombre d'attaquants dans sa poche, qui a beaucoup apporté à ce club-ci. La problématique, c'est que les 2 derniers mois de l'année dernière, du côté d'Araujo, c'était pas très bon.
il a eu sa blessure, là il revient dans un Barça qui avait une animation défensive qui fonctionnait, qui se prenait des buts bien évidemment, mais notre style de jeu est amené à se prendre des buts, mais qui dans la globalité marchait plutôt bien. Et là monsieur Araujo arrive, on a du Inigo Martinez qui est blessé, qui devrait peut-être revenir contre Valence, on verra ça, mais là contre Alaves ça ne sera pas le cas. Et on a un débat sur Araujo. Oui, c'était un joueur qui fonctionnait très bien précédemment, mais dans une animation qui était différente. Et ça c'est toujours quelque chose qui est important de signaler. C'est comme quand on va faire par exemple des joueurs qu'on va recruter au mercato. On va recruter lui, regardez, il est super fort, il a de super bonnes statistiques. Oui, mais regardons dans quel style de jeu il évolue avec son équipe. C'est pareil pour Araujo. Peut-être que Araujo a très bien fonctionné dans un style de jeu, mais actuellement ce style de jeu est différent. Et dans ce style de jeu, on a besoin d'un défenseur central qui sache très bien relancer et un défenseur central qui comprenne la ligne du hors-jeu parfaitement. Et la problématique, c'est que sur ces deux points-ci, Araujo, il a beaucoup de retard. Et donc le débat se porte sur quoi? Se porte sur est-ce qu'on essaye de faire en sorte que Araujo se sente bien et se sente à l'aise dans ce schéma-ci, donc en le faisant enchaîner des minutes pour que justement il ait ses repères, ou est-ce qu'on se dit actuellement on n'a pas le temps, de lui apprendre à Araujo parce qu'on a besoin justement de gagner des matchs comme j'ai dit précédemment. On a besoin d'un joueur qui directement fonctionne dans ce système-ci et se dire bah Araujo pour le reste de la saison ça restera qu'une doublure. D'un autre côté on a un autre débat sur un autre joueur, un autre ancien cadre qui était Frenkie de Jong. Pareil, saison l'année dernière qui a été compliquée, mais lui par contre c'était vraiment sur toute la saison en tant que numéro 6, plus grosse blessure à la fin, ce qui fait qu'il n'est pas réellement rentré dans ce système de Flick dès le début de saison. Là il arrive sur le retour. Sur les 3 joueurs que je vais vous citer, aussi même sur celui que je vais vous citer juste après, De Jong c'est celui pour l'instant qui s'en sort le mieux, parce que ses performances elles s'améliorent de jour en jour. On est loin de la version optimale de Jong, il n'y a pas de problème. Mais on est quand même sur un De Jong qui montre des choses à chaque fois de plus en plus intéressantes. Alors maintenant le débat autour de Jong, il se porte sur quoi? Il se porte sur est-ce que ça va devenir un joueur vraiment qui va intégrer le milieu type, ou est-ce que ça va rester un super remplaçant qui des fois va être titulaire par-ci par-là. Et il va aussi porter sur le rôle du numéro 6 autour de Jong. Moi je vois des gens des fois qui disent ouais De Jong à la place de Casado, ça va apporter plus de ballons. La problématique, c'est que le numéro 6, il n'est pas voué qu'à être un joueur de ballon. Tu me dirais, face à un bloc qui est très très bas, ok, c'est pas très grave, tu mets Casado sur le banc, tu peux mettre un De Jong parce qu'il faut avoir de la créativité. Mais à partir de toute autre animation qu'on doit affronter, bah je suis désolé, pour l'instant, De Jong, en tant que joueur de récupération du ballon, ce qui est important quand même quand tu es numéro 6, il est largement en retard par rapport à Casado. Et ça, c'est une donnée qu'il y a à prendre en compte. Alors maintenant, De Jong, en tant que numéro 8, en tant que numéro 10, ça peut encore une fois être très intéressant, mais dans ce cas-là, est-ce qu'il passe devant un Pedri? Je ne suis pas sûr. Donc ça, c'est d'autres questions à voir comment est-ce qu'on utilise Frenkie de Jong dans ce système. Mais pour l'instant, sur les 3, c'est celui qui s'en sort le mieux. Et ensuite, le troisième joueur, bien évidemment, vous l'avez compris, c'est Lewandowski, gros cadre de cette équipe qui est aussi mis en difficulté actuellement. Parce que oui, factuellement, Lewandowski, c'est le Pichichi, c'est le meilleur buteur de Liga. On ne peut pas le contester, puisque les données sont là. Mais en revanche, depuis 2 mois, le joueur ne marche plus droit. Alors on a un Lewandowski qui est capable de moments de prime, de moments de gloire. Le dernier Classico, super match de Lewandowski, match parfait. Le match contre l'Atalanta, super belle passe, avant-dernière passe pour Rafinha. Mais sinon, le match, dans sa globalité, il est pas bon de la part de Lewandowski. Et c'est pareil sur ces 2 derniers mois. Tu as des moments d'ultra performance par-ci par-là, mais tu as beaucoup de loupés face au but. Et en plus de ça, tu as un joueur qui, dans le jeu, parce que ça reste important, ne t'apporte plus que doit t'apporter un numéro 9 de fixation. Et donc là-dessus, on va avoir des débats. Comment est-ce qu'on fait pour dire à Lewandowski, tu vas sur le banc? Surtout qu'actuellement, la problématique, c'est que Dani Olmo, qui pouvait être une solution en tant que faux numéro 9, bah, il a trop de problèmes de blessures et il y a très peu de continuité physique autour de Dani Olmo, ce qui va pouvoir poser problème. Alors on va pouvoir me dire, oui, on n'a pas Pau Victor, oui, on a Ferran Torres, mais allez demander à Flick, en termes de management, de dire à Lewandowski, bah tu vas sur le banc parce que Pau Victor il est passé devant toi et parce que Ferran Torres il est passé devant toi. C'est ultra compliqué. Je dis pas que sportivement Lewandowski mérite d'être titulaire. Je dis que c'est très compliqué pour Anti-Flick d'avoir un joueur de cette envergure, de ce passif, de cet historique et de lui dire va sur le banc et on va mettre un tel à ta place. C'est extrêmement compliqué pour un entraîneur de faire ça. Il y a très peu justement de coachs qui ont réussi à mettre des cadres et des joueurs de cette telle envergure sur le banc. À part un Enrique qui a mis du Totti sur le banc, qui a mis du Messi sur le banc, qui a mis du Mbappé sur le banc, sinon il y a peu d'entraîneurs qui osent le faire. Est-ce que Flick saura le faire au moment vraiment où Lewandowski, ça sera plus possible, on pourra plus le digérer, déjà que du côté des supporters, c'est de plus en plus compliqué de le voir pendant 90 minutes, c'est la grande question. On a hâte justement de voir comment Flick va répondre à cette problématique et aux 2 autres problématiques que je vous ai citées précédemment, Araujo et Frenkie de Jong. Passons maintenant, mesdames et messieurs, au 11 que j'attends du côté du Barça contre Alaves avec Tech, monsieur Szczesny au cage. Alors, ça aurait pu être un débat, mais j'ai l'impression que du côté de Flick, il n'y a pas de débat. C'est Szczesny qui passe devant Peña.
Voilà, moi j'ai encore du mal à comprendre ça, mais bon, ok, c'est fait, c'est signé apparemment, à part si Chesney fait encore 1 milliard de bourdes, non, ça devrait être le cas jusqu'à la fin de saison. En défense, on va avoir pas mal de changements. Je mets un Hector Fort à la place de Koundé, Koundé qui enchaîne beaucoup, Koundé, je le vois être titulaire sur les 2 matchs de la semaine prochaine. Du coup, pourquoi pas un Hector Fort contre le 17e du championnat à la maison? Ça peut le faire, il peut avoir des minutes. Pareil de l'autre côté, Gérard Martin peut avoir des minutes contre Alaves, 17e du championnat. Ça nous permet de faire souffler un excellent Baldé en ce moment. On n'en parle pas assez, excellent Baldé en ce moment. Défense centrale, on retrouve un Koubarsi qui s'est reposé sur le dernier match. Donc là, je pense qu'il peut jouer ce match-ci à côté d'un Eric Garcia, donc que je mets à la place de Araujo, parce que je pense comme contre Valence que la qualité de pied d'Eric Garcia par rapport à Araujo va énormément nous apporter par rapport à l'animation qu'on va avoir en face de nous. Du côté du milieu de terrain, mesdames et messieurs, on retrouve un Casado qui va être titulaire, qui n'était pas titulaire contre l'Atalanta. Donc plaisir de retrouver un joueur qui va être frais et qui va vraiment nous apporter justement dans l'intensité qu'il va pouvoir mettre au milieu de terrain, dans la récupération, mais aussi à certains moments dans ses passes. À côté de lui, un Pedri qui va être titulaire, qui peut aussi également enchaîner. On sait qu'il n'avait pas joué le match contre Valence à cause de gastro. Du coup, voilà, le joueur peut encore avoir un petit peu plus de minutes. Et à côté de lui, monsieur Frenkie de Jong. Je ne mets pas encore Gavi parce que Gavi a été titulaire contre l'Atalanta et moi, vous savez, j'ai toujours peur de faire trop enchaîner Gavi, même si vous allez me dire oui, mais ça commence à dater sa blessure. Attention autour de Gavi, il faut bien qu'il soit en forme à 100% pour débuter les matchs. Et Frenkie de Jong peut enchaîner, peut continuer, mais pas en tant que numéro 6. Voilà, je le mets un tout petit peu plus devant, il va pouvoir collaborer un petit peu plus directement avec Pedri. En attaque, Lamine Yamal titulaire qui est sorti un petit peu plus tôt, d'ailleurs qui a un petit peu boudé face à l'Atalanta. Je pense qu'il peut avoir des minutes et être titulaire. Lewandowski, voilà, j'ai une optique de me dire, bah ouais, ça va être compliqué quand même de lui dire de se mettre sur le banc. Va falloir lui faire confiance, va falloir qu'il marque des buts. Il a mis un triplé contre cette équipe la dernière fois. Peut-être qu'il va vouloir encore marquer face à eux. Peut-être que le fait que Mbappé il lui court derrière, ça va lui donner envie de vouloir marquer des buts et de se challenger. On verra. Et à côté d'eux, dans le demi-espace gauche, encore une fois pas ailier gauche, demi-espace gauche, Fermin Lopez qui a montré de très bonnes choses justement contre Valence, qui n'était pas titulaire face à l'Atalanta et qui je pense peut être intéressant justement dans sa proposition, dans sa profondeur pour aussi faire reposer un Rafinha qui enchaîne énormément, qui fait masterclass sur masterclass et qui sera très important contre Valence et le FC Séville. Donc voici mesdames et messieurs le 11 que j'attends du côté du Barça. Vous voyez une mini rotation. Bon, dans la défense ça change quand même pas mal, mais au milieu tu as quand même des joueurs qui sont bien installés et en attaque hormis Rafinha, c'est l'attaque type face au 17e du championnat. On a fait Valence la semaine dernière, on a gagné contre eux avec de la rotation, on peut le faire contre Alaves. Faut être sérieux, c'est un match à 14 h, on l'a dit, 14 h la digestion, il faut faire gaffe. Bien évidemment, il faudra voir aussi ce que fait le Real Madrid cette semaine, mais bon, ils jouent contre l'Espagnol Barcelone, je crois, il me semble, si je dis pas de bêtises. Du coup, je pense pas qu'ils feront de bêtises. Encore une nouvelle fois, il n'y aura pas de vidéo réaction, les amis, donc attendez pas ma vidéo, allez voir tous les copains à droite à gauche, n'hésitez pas à commenter le post que je ferai pour avoir une petite idée du match, et on espère une victoire du FC Barcelone, et surtout que vous vous régaliez devant ce match, qu'on marque plein de buts, qu'on augmente les stats individuelles. Je pense vraiment que c'est ce qui va se passer et j'y crois à 100%. Allez, le Barça, on se retrouve très bientôt, mesdames et messieurs, pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite très bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez celle-ci. À tout bientôt. Ciao.